Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. Ouvrir une entreprise comporte une grande partie légale, puis il est primordial de s'assurer que toutes nos responsabilités sont couvertes afin de ne pas se retrouver avec des poursuites de la part d'employés ou d'autres instances. Et pour faire la lumière sur le rôle d'un avocat en droit du travail, nous recevons Maître Isabelle Duclos de la firme Rattel. Maître Duclos, bienvenue à Fibre E Extra. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici. Bon, c'est le fun. On est content de vous recevoir parce que le droit du travail et le droit des affaires, c'est deux choses totalement différentes. Puis je voulais juste peut-être clarifier en entrée de jeu la différence entre les deux. Donc, le droit des affaires, c'est... Oui, donc les entrepreneurs ou les gens qui se partent en entreprise, souvent vont avoir un réflexe d'aller consulter un avocat, surtout pour établir, par exemple, des conventions entre actionnaires ou établir les règles de jeu d'une entreprise. Par contre, il existe aussi le droit du travail, qui est tous les contrats avec vos employés ou les personnes que vous embauchez, que ça soit à durée déterminée ou indéterminée. Et ça va plus loin que ça, là, les obligations en santé et sécurité, la prévention. Donc, voilà un petit peu la distinction. C'est les règles de jeu en droit des affaires versus les règles entre employés et les règles en santé et sécurité, les normes du travail pour le droit du travail. OK. Donc, ça, c'est une bonne entrée de jeu. Puis, on vous a invité justement pour démystifier ça, puis apprendre aussi à nos entrepreneurs, parce que Fibre E est là pour donner le goût aux gens de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Oui. Mais à partir du moment où tu prends la décision de te lancer en affaires, bien, tu veux t'assurer d'avoir les bons conseils. Donc, Oui. c'est primordial pour un entrepreneur qui débute d'aller se renseigner chez un avocat. Justement, ça vaut la peine d'investir. C'est pas une dépense, c'est un investissement de consulter un avocat pour être sûr de bien faire les choses. Oui, je donne l'exemple juste en santé et sécurité. Par exemple, il y a des sanctions pénales qui sont extrêmement élevées. Oui, pénales, qui sont élevées. Par exemple, on ne respecte pas un règlement qui est spécifique à votre champ d'expertise dans un domaine. On parle, par exemple, de la construction ou en pharmacie. On a multiples domaines où on va avoir des infractions pénales si on ne respecte pas la réglementation. Les règlements, on en a plus de 50 existants et chaque domaine a leur propre règlement. C'est impossible pour un entrepreneur, même si la règle d'or, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Je vous dirais que c'est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Et nous, en fait, on se concentre à faire les recherches appropriées et à vous éclairer là, justement en lien avec votre champ dont vous vous êtes spécialisé et vous voulez en fait ouvrir votre entreprise là-dedans, là, oui. OK. Ce qui veut dire que là, j'ai un problème avec un employé où il est arrivé une situation X où je n'ai pas rencontré une des 50 règles ou lois qui existent au niveau de la santé et sécurité. Et là, on se présente devant le juge, puis je dis, Monsieur le juge, moi, je viens de me partir en affaires, je n'étais pas au courant. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route, là. Même si j'ai l'air crédible, puis j'essaye de... Ça marche pas. Non. On a le devoir, en tant qu'entrepreneur, de se renseigner avant pour s'assurer de faire les choses correctement. Puis il existe une notion, bon là, on rentre vraiment dans le juridique, pour se défendre, là, quand on reçoit une infraction pénale, quand on reçoit un constat d'infraction et qu'on est reconnu, bien, on n'est pas encore reconnu coupable, on va passer devant un juge. Il faut prouver sa diligence raisonnable. C'est un des moyens de défense qu'on appelle. Cette diligence-là, bon, il y a plusieurs critères, mais un des critères, c'est d'avoir pris les moyens raisonnables afin d'éviter la catastrophe. Je vais donner un exemple concret. Il arrive un incident très, très, très grave, malheureux même. Un de vos employés perd un bras ou un accident grave. Et là, on fait... Dû à la machinerie, dû à votre domaine. Et là, inspection, la CNSST va aller sur les lieux et ils vont faire enquête. Et à ce moment-là, après enquête, ils vont relever une série de faits et peut-être que ça va être justement parce que vous n'avez pas respecté un règlement. Je donne un exemple hyper facile, le cadenassage d'une machine, par exemple. La procédure n'a pas été respectée.
respecté, vous n'avez pas pris les moyens raisonnables, les gens n'étaient pas formés, les responsables sur place ne savaient pas comment, et voilà, là, c'est la catastrophe. Vous n'allez pas être en mesure de démontrer que vous avez été diligent. Et vous allez être reconnu coupable, et après ça, vient la sanction et le montant qui va être évalué en fonction des facteurs aggravants, atténuants selon le cas. Là, les sanctions, juste pour que les gens comprennent bien, là, quand on dit pénal et tout ça, oui. Est-ce qu'on parle d'emprisonnement parce qu'on n'a pas fait des choses, ou on parle uniquement d'une amende? Là, les gens disent, bien, écoute, au pire, je paierai l'amende, qu'est-ce que je fasse? T'sais, c'est pas aussi simple que ça. Là. Pas... Non, puis ça, c'est ce qui fait le plus peur, en fait, aux entrepreneurs. C'est que maintenant, et on a vu des cas récents où le dirigeant d'entreprise a été reconnu coupable au niveau criminel. Il y a eu mort d'homme sur chantier. Il y avait des paramètres qui n'ont pas été respectés en termes de santé et sécurité. Il y a eu de la négligence criminelle et monsieur a été reconnu coupable. Il y a, peu de cas existants à l'heure actuelle, mais il y a des cas. Là. On parle de 2-3 cas très connus au Québec où c'est arrivé. Et on veut éviter ça parce que même en tant que gestionnaire, où vous n'êtes pas nécessairement propriétaire de l'entreprise, mais parce que vous n'avez pas appliqué les règles de santé et sécurité sur le chantier ou sur... Là, je parle de chantier, mais ça peut être une entreprise autre dans un autre domaine. Et il arrive une catastrophe, vous pouvez être accusé au criminel. OK. Ouais. On change de registre un peu. Oui. On a des employés dans un bureau. Je suis rendu maintenant avec 5, 6, 7 employés dans mon bureau. Oui. Et là, on se doit, passer 10, je crois, employés, on se doit d'avoir des politiques là, en place. Eh bien, écoutez, même avant d'avoir les politiques, non, mais je veux dire, même avant ça, mon travail à moi là, va être d'encadrer la relation d'emploi. Si je commence même au tout début, là, en termes de relations contractuelles, de relations, mon premier travail là, va d'être de m'assurer, en fait, que les paramètres sont clairs pour assurer la pérennité de votre entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin, dans le cas où je vous embauche, d'une clause de non-concurrence? Est-ce qu'on a besoin d'une clause de non-sollicitation? Est-ce que monsieur pourrait partir avec toutes mes données et par la suite, moi, je vais devoir faire mes portes parce que c'est trop tard? Il va emmener les clients ailleurs. Il va emmener les clients ailleurs ou il va prendre tout son savoir, tout ce que moi, j'ai développé. Il va partir avec, il va se démarrer, ce qui est complètement illégal, là, mais je veux dire, moi, mon contrat va s'assurer on va s'assurer, en tant qu'avocate et avocat, que les paramètres sont clairs et on va limiter les dommages en ce sens. Et on va, par exemple, vous embauchez un ingénieur, vous embauchez un spécialiste. On va s'assurer que les paramètres sont là pour vous protéger et vous assurer que tout le travail que vous avez fait au travers des années, il va être en quelque sorte protégé. Ensuite, il existe d'autres actions. Malgré ça, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, ils vont quand même le faire. Et nous, on est là pour, après ça, assister. Donc, il y a tout le volet prévention où on est là pour prévenir, mais on est aussi là pour agir. Je parle d'injonction, par exemple. On va, en cas d'urgence, on va déposer une injonction pour faire cesser les dommages qui sont majeurs et immédiats. C'est des cas exceptionnel, mais je vous donne des exemples où notre travail, lorsqu'il y a un bris, on pose action très, très rapidement. Là. OK. Là, bien, Duclos, là, si je veux bien comprendre, là, quand on parle de politique, c'est très large. Là, on parlait d'une politique, entre autres. Là, au niveau de, il faut que ça soit clair au niveau de la non-sollicitation, pour pas que la personne, une fois qu'elle quitte le travail, puisse solliciter mes clients et tout ça. Ça demeure la propriété de l'entreprise qu'il représente au moment où il est là, lui ou elle, en tout cas, peu importe. Donc, l'employé ne peut pas partir avec tout ça parce que c'est du savoir qui appartient à l'entreprise. Bon, ça, c'est clair. Toutefois, le harcèlement psychologique à l'intérieur. Donc, il y a des gens, des fois, qui vont se sentir harcelés pour diverses raisons. Ça peut être le patron aussi qui a dit des choses, puis c'était pas mal intentionné, mais ça a sorti comme ça, puis ça a été pris de cette façon. Comment on fait pour se débrouiller dans tout ça? Est-ce que c'est la même chose? C'est un sujet extrêmement d'actualité. Là. Oui, j'imagine. Vous mettez le doigt sur le bobo. Sur le bobo. Dans les derniers mois, dans les dernières semaines, il y a eu des modifications et là, ça va être en vigueur. C'est en vigueur depuis le 28 septembre. Donc, les modifications étant... Bon, on avait déjà
besoin d'avoir une politique en tant qu'employeur contre le harcèlement psychologique. C'était déjà prévu. Or, avec les modifications récentes, le législateur a voulu mettre l'emphase vraiment sur les déclarations, la protection des gens qui vont justement donner des informations ou voire même déclarer là, qu'ils subissent là, du harcèlement, soit psychologique ou sexuel. Maintenant, c'est clair dans la législation. Toutefois, les modifications qui ont été apportées et que les employeurs doivent prévoir maintenant dans leur politique, ce sont des démarches claires. Donc, dans votre politique maintenant, les démarches donc, de déclaration, je prends après ça, l'employeur prend, qu'est-ce qu'il va faire avec? Ça doit être prévu dans la politique. Les sanctions possibles doivent être prévues. Tout ce qui est volet aussi prévention, donc formation donnée à l'interne, ça doit être clairement identifié. Les moyens pris par l'employeur doivent maintenant être clairs et détaillés. C'est un petit peu la différence qu'on avait versus avant. Oui, vous deviez avoir une politique, mais c'était plutôt ayez une politique plus libre, là. Générale. C'est ça, exact. Là, maintenant c'est très précis. C'est très précis, là. Oui, exact. Donc, on a tout intérêt à consulter un avocat quand on part en entreprise, quand on part une entreprise. Oui. À partir du moment où on commence à avoir des employés? Ah, même avant, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des employés pour, là, je reviens aux sanctions pénales ou à la santé-sécurité, mais il pourrait avoir un événement sur place où ça n'implique pas un accident. J'engage un sous-contractant pour venir me donner un coup de main. Il arrive de quoi au sous-contractant? Je suis responsable, là. Il est sur mes lieux, là. Exact. Ça dépend. Ça va dépendre. Tout est une question de fait. A priori, vous avez raison. Ça va dépendre qui est le spécialiste et qui devait assurer la santé et la sécurité à ce moment-là. Mais vous n'avez pas tort. C'est une question complexe. Et on se fait consulter souvent à savoir, par exemple, j'ai une entreprise où je livre de la bière. J'ai des camions qui viennent, mais les camions sont enneigés. J'engage des personnes ou un sous-contractant pour venir déneiger. Il arrive un incident. Est à qui la responsabilité? Mm-hmm. C'est des exemples qu'on a récurremment où nous, on prévoit ça dans les contrats dès le départ et on met ça très, très clair et on explique qui est responsable de quoi et on s'assure que les responsabilités sont claires, comme ça on évite les accidents et on évite le tout. Donc là, on se comprend bien parce qu'on pourra en parler longtemps. Là. Donc, droit du travail, droit des affaires, deux choses. Convention d'actionnaire, partenariat et tout, c'est une chose, c'est le droit des affaires. Exact. Mais tout ce qui est politique au niveau de l'environnement, de l'employabilité là, chez nos gens, les gens qu'on engage, les règles qu'il faut suivre. Donc, on a tout intérêt, tout entrepreneur qui veut se lancer en affaires, une fois qu'on l'a convaincu avec Fibre E de dire c'est une belle job d'être entrepreneur, bien là, à partir de là, c'est important de bien s'enseigner. C'est vraiment deux sujets distincts, effectivement. Par contre, comme on l'a annoncé, là, chez Ratel, on fait du droit des affaires, mais on fait aussi du droit du travail. Et c'est là où les deux domaines, en fait, aussi se complémentent. En fait, on va commencer, on va rédiger votre convention entre actionnaires, on va vous conseiller, on va rédiger les conventions appropriées aussi selon votre modèle. Mais par la suite, nous, on intervient aussi. Mais vous avez des associés qui travaillent avec vous aussi, qui fait qu'on peut avoir un clé en main, là, tout dépendant de la firme avec qui on fait affaire et tout ça. Là. Voilà. Bien, écoute, c'est fascinant parce que vous en parlez avec passion, puis vous êtes dans le bon domaine, mais il reste que c'est des bons arguments pour justement, il faut mieux prévenir que guérir. Puis, des fois, guérir, ça peut coûter très, très cher et le pansement peut être assez coûteux. Donc, c'est important de faire les choses correctement. Oui. Maître Duclos, merci d'avoir été là. Merci. Merci à vous.